du mois de mars 95. Nous l'avons rencontré pour vous pour nous parler de son dernier recueil, Rêve-Rive. Daniel, qu'est-ce que ça fait d'être nommé désigné auteur du mois de l'Association des auteurs des Cantons de l'Est? Ça me fait chaud au cœur parce que cette association-là, j'étais un des membres fondateurs avec Pierre Francaire et d'autres en 1977. Puis les années se sont écoulées et maintenant, après 20 ans, je commence à être reconnu. Ça me fait un petit peu de plaisir aussi. Parce que tu dis souvent que tu n'es pas prophète dans ton pays, malheureusement, là. Non, c'est que je refuse de m'exiler, d'aller ailleurs, d'aller vivre ailleurs. Mais je suis plus reconnu ailleurs en Europe. Puis à travers le Québec, j'ai fait le tour de la province depuis 15 ans. Et cette année, j'ai pris une résolution de me faire reconnaître dans mon coin de pays, qui est ici, qui est un des plus beaux coins au monde, je pense. C'est ça, parce que dans le fond, tu es facilement invité en Europe, en France notamment, et ici, c'est un peu plus long. Oui, c'est ça qui, des fois, je trouve un peu dommage. J'aime ça beaucoup aller à l'étranger, j'aime ça voyager. Mais des fois, je me dis, j'haïrais pas ça, travailler à Westbury ou bien East Angus, mon village natal, tu sais. Puis au lieu de me ramasser à Warbush, je suis allé sur la Côte-Nord. Puis c'est ça, j'aimerais ça, travailler plus dans mon coin. Et travailler de ta plume également, là. Oui, de m'envoler avec ma plume là, et de pouvoir faire connaître la poésie, aussi l'écriture, qui est un peu mon dada. J'aime bien ça. Puis mon but aussi, c'est de faire connaître la poésie de donner le goût de lire, d'écrire par le jeu et l'humour. Est-ce que c'est justement pas difficile ou est-ce que c'est difficile justement de se faire reconnaître parce qu'on écrit de la poésie? Oui, parce que les poètes, d'habitude, c'est pas des gens flyés, hermétiques, tristes, endormants, macabres. Et moi, j'essaie d'enlever cette image-là, de dire non, la poésie, ça peut être quelque chose d'intime, puis l'intimité, ça fait peur aux gens aussi. Ça fait peur de parler de ses sentiments, ses tripes. C'est plus facile de parler de la pluie du beau temps que de parler que je m'ennuie, j'ai de la peine. C'est ça, de sentiments profonds ou enfin d'exil même, à la limite, là. Oui, de parler de l'exil aussi, c'est que ça fait peur aux gens, tu sais. Puis aussi... j'ai l'impression qu'ici en Estrie, je fais partie des meubles. Les gens, ils me voient tous les jours, ils disent, bon, ben lui, s'il s'en allait, ça ferait du bien de disparaître des fois, de faire un scandale, de se faire mourir 2-3 jours puis revenir, là. Ben là, on est plus intéressant. Puis c'est ça que je veux sensibiliser les gens aussi à ce fait-là, que quand tu choisis de vivre dans ton coin, c'est pas bien vu parce que c'est pas assez exotique, c'est pas assez... tu fais pas de scandale, tu sais, tu vis au jour le jour. Ce qui t'a pas empêché de publier ton 12e recueil, là? Oui, j'ai une maudite tête de cochon, comme Gilles Vigneault, je l'avais rencontré à Montréal, puis il m'avait dit ça une fois. Il dit, continue t'être dessus. C'est important de persister en écriture, puis plus que tu vas produire, un jour, les gens vont se réveiller. Mais j'ai des moments de découragement aussi. Des fois, je me dis, j'abandonne ça, la poésie, ça donne rien. Mais quand je me rends compte que j'ai un public, j'ai des lecteurs, puis je m'envoie un peu partout, la réception est bonne, je me dis, il faut que je continue. Puis mais cette année, j'ai le goût aussi de... 12e recueil, et c'est toujours du conte d'auteur, ce qui n'est pas facile non plus, là. Non, c'est pas facile parce que je m'endette pour faire mes livres. Puis quand les gens me demandent est-ce que tu peux en vivre de ton métier, je dis non, mais je peux en mourir. Que mon plus grand rêve, c'est de mourir pour être riche et célèbre, pour pouvoir profiter de mon art, de mon métier. C'est ça. Ton 12e recueil, c'est Rêve-Rive. Parle-nous-en donc un peu. Rêve-Rive, je pense que c'est un des livres que je préfère le plus. C'est un rêve, en tout cas, c'est un rêve qui devient réalité. Puis je me dis, c'est important que, en tout cas, l'an 2000 s'en vient, qu'il y ait encore des rêveurs, des artistes, moi, je me trouve comme un fabuliste, là. Puis Rêve-Rive, c'est ça, c'est ce livre-là ici que c'est en hommage à mon père qui est décédé l'année passée. Puis ça faisait 6 ans que je n'avais pas produit de livre. Et puis quand il est mort, c'est comme il m'a donné le goût de renaître à la poésie, au rêve, à l'amour. Et puis c'est pour ça que ce livre-là, je l'ai dédié pour lui. Il y a plein d'espoir. Il y a beaucoup de chair dans ces mots-là. J'en suis très fier. Et puis c'est grâce à lui si j'ai pu remonter à la surface poétique aussi. Sinon, je pense que j'aurais mis ça dans mes tiroirs. J'aurais dit, ça vaut pas la peine de continuer. Mais là, j'ai beaucoup d'espoir. Puis je vais continuer. Et est-ce que tu as d'autres projets suite à ça? Des voyages en Europe, au Danemark, en France? Oui, je suis posé de retourner en France à l'automne, puis éventuellement au Danemark, et pour présenter ma poésie. Puis c'est ça que je trouve un peu fascinant de voir que à travers les langues, les cultures, ma poésie elle passe. Il y a un public pour ça. Et maintenant, j'essaie d'explorer aussi s'il n'y aurait pas un public de lecteurs en Estrie aussi. Parce que souvent, je sais pas, ici, les gens diraient qu'on n'existe pas. Et puis je me dis, je veux leur prouver que même si on habite ici, on a des belles choses
choses à dire. Puis moi, toute mon inspiration, ma créativité vient d'ici, de mon coin. Donc, je l'exporte à l'étranger, mais j'aimerais ça l'importer ici. Que les gens ils voient qu'on est capable de sortir des belles choses. Nous autres, on n'est pas obligé d'aller à Montréal ou à Québec ou à Paris. Parce que moi, j'ai jamais rien gagné de prix littéraire nulle part en Estrie au Québec. Je m'en vais gagner un prix en France. Puis je trouve ça un peu dommage. Je me dis pourquoi qu'on ne pourrait pas reconnaître nos auteurs avant d'aller voir comme moi je fais. Je m'en vais ailleurs. Je suis bon parce que je suis ailleurs. Tu sais. Bien, en tout cas, on va te souhaiter un prix littéraire ici en région et bon courage. On pourra te voir également lors de la semaine du français bientôt. Oui, je vais être à l'école, à la polyvalente Le Triolet, à Sherbrooke. Je vais faire toute la polyvalente au complet pour sensibiliser les adolescents et les adolescentes à la magie des mots. Et aussi, je vais être avec l'association pour l'auteur du mois au mois de mars. Et il y a d'autres projets qui vont se concrétiser aussi. Alors, bon courage. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Salut. C'est déjà tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié cette émission de Reflets d'art. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous serons à la Société d'histoire de Sherbrooke. Avec ce qu'on appelle le facteur 20, il doit faire moins 40 Celsius présentement en Estrie. L'Estrie, c'est 300 km de frontière avec les États-Unis. L'Estrie est une région pleine de vallons. Dans les cantons de l'Est, on retrouve plusieurs noms d'origine abénaki. Comme Lac Mégantic, Massawippi. le peuplement de la région des cantons de l'Est s'est d'abord fait avec les Indiens Abénakis. En 1782, suite à la guerre d'indépendance des États-Unis, les Anglais qui ont refusé de devenir américains se sont installés dans la région et on les appelait les loyalistes. Ensuite, il y a eu les Irlandais catholiques en 1820, les Irlandais protestants en 1840, puis les Écossais. Et les Canadiens français sont arrivés dans la région dans les années 1850 pour exploiter le bois et pour la construction du chemin de fer. C'est au début du XXe siècle que la région est devenue majoritairement francophone. Bienvenue à Taxi pour la Sibérie. Taxi pour l'Estrie. Oui. Distingus, grand enfant distingué, Distingus, je suffoque en écoutant cracher ta cheminée puante. Domtar te laisse crever à petit feu, Inguesse.
Les mots délaissés flottent sur les valises. Le sable de l'exil absorbe la douleur de continuer d'exister. Ici, c'est la forêt de mon père. Puis lui, vu qu'il a fait la guerre, il avait vu tellement d'horreur, tellement de morts, la Deuxième Guerre mondiale, qu'il s'est dit, je vais replanter la vie. Donc, il venait à tous les étés, printemps, et puis il plantait des petits bébés épinettes qui étaient longs comme ça. Puis tous ces arbres-là, les pins, c'est lui qui les a plantés. Il a planté 60 000 épinettes, 2 ou 3 000 pins. Oh yeah. Ça fait 25 ans, je me demande moi aussi c'est quoi un poète. Un poète, c'est peut-être quelqu'un qui prend le temps de s'émerveiller aussi, de s'émerveiller dans l'instant, de trouver dans la banalité peut-être des grands secrets. Hey. Bonjour, bonjour. Ça va? Avez-vous des œufs à matin? Oui, ouais, j'en prendrai une. Ça va bien? Oh, on sent du bon sens. C'est pas chaud, hein? Pas si froid. Ouais. Ça sera mieux. Quand je venais chercher des œufs une fois, là, je sais pas si vous en rappelez, Ouais. vous aviez dit j'ai levé 2 œufs. C'est quoi que ça voulait dire, ça? J'ai levé 2 œufs. Tu sais, quand vous me disiez ça, des fois, c'est que j'ai levé 2 œufs à matin, là. Ah oui, ben j'ai levé, il y avait 2 œufs dans les poules. Ah, OK. Ça vient-tu de votre enfance, cette expression-là? J'ai levé 2 œufs? Ou... Ah, ça. Ouais. Là, je trouve que. On dirait que le temps, il s'arrête quand je viens ici. Moi. Quand je viens vous voir, là, je trouve qu'on dirait que tout le stress de la vie, elle tombe. Ouais. Puis, c'est. Bonjour, les papoules! Il y en a-tu, ouais? Il y en a 2. Bon. Elles sont pas gelées. Bon, on va casser un petit peu. Oui, parce que c'est 4 heures de bruit. Là, il fait trop froid. Ouais. Ah, non, ça... Ouais. Puis rappelez-vous, des fois, quand vous arriviez du poulailler, là, vous m'essuyez tout. Hein, Ah oui, là, des fois, ouais. elle t'essuie tout ça, là. Les bons œufs de la marmette, là. Ah, on tient pas à grand-chose, hein. Quand on Non. pense à ça, là. Non, ah oui, non, oui, là, non, non, ah oui, partir, là, hein, c'est dit que... Ah oui, des fois, je me dis, mon Dieu, ça va vite. La Spring Road Spring entre les lignes. J'ai ma chemise blanche, les cols bleus sont en grève, je me mets du sang bon, ça sent bon long, long.
Je tombe dans le jus de pomme, je danse la java, la samba, la rumbaba. Ça glisse en réglisse, ça gronde, ça flonde, ça inonde, ça file indienne. La spring road spring entre les lignes, pirouette du ciel, salière poivrière. Les nuages flottent dans le culotte, mes pieds flattent les blés, les fougères se font légères, les Appalaches tirent les vaches, la rivière boit de la bière, à pète de la broue, à pète de la broue. Les mots sortent de partout, éclatent sur les roches plates. Nous savons, vous savonnez. La bonne femme Saint-Antoine se frotte la bedaine de « Je t'aime ». Il fait « doudou d'air ». Cet écho de « War is over ». Westbury de beurre d'épinette, 3 septembre 81. As yn gled tolit ar y ffengen a the fesgal fwyr sio. As yn nogus gymi tidiach an mahagw. Glean y ma ŵr stod y slange. À environ 1 heure au nord-est de Sherbrooke se trouve le petit village de Scottstown. Chaque année, aux environs du 25 janvier, lorsqu'il fait très froid, on fête l'anniversaire de naissance de Robert Burns, un grand poète écossais. C'est l'occasion pour la communauté écossaise de Scottstown et du reste de l'Estrie de se rassembler et de faire la fête. Et surtout d'honorer et de manger le haggis, plat traditionnel du pays de Marie Stuart. Vie et mort du haggis. On prépare le haggis pour plusieurs occasions, dont la fête de Robert Burns. Ensuite, pour le 30 novembre aussi, qui est la St. Andrew. Le mot haggis viendrait, selon certaines sources, d'un mot français, hachis, et prononcé par des Celtes, ce serait devenu le haggis. Le haggis, c'est une des plus vieilles terrines celtiques. On met ça dans l'eau bouillante. Et on laisse ça là pour un bon 3 ans. Robbie Burns. Yes. I give you the first and the last verses of the address to the haggis as rendered by our notable bard, Robert Burns. Fair for your honest sonsy face, great chieftain of the puddin' race, aboon them all, you take your place. Ye powers that make mankind that care, and dish them up a bill of fare. All Scotland wants nae stinking wear the jumps and luggies. But if you wish, our grateful prayer, gie her a haggis. And everybody's welcome to come and have a taste of the haggis. If somebody will come along here and produce some spoons. Oh, here they come. Oh, Christ, I thought Nelda was here with her table. These are ginger ale. That's ginger ale. If Nelda wants a drink. Adloff, Vos matins, Monsieur Van. Carbonneau, l'Odyssée d'un fusilier marin. Côté, l'incurie. D'Andois, les 1001 coups dans la tourmente. Dubois, Acuna, Aki, homme de la tourmente. L'affaire Blomfield. Gontier,
Angoisse au long des jours, les aventures d'Anne et Pi. La voix haute, aujourd'hui 24 juin. Cliché, image révélière, à Sentinelas de Deu. Monaste, Dieu raconte-moi la vie. Anonyme, recueil de lettres pastorales de 1795. Saint-Malo, c'est une petite municipalité de 550 habitants environ qui est à la frontière New Hampshire, Vermont, Québec. C'est la municipalité la plus haute du Québec. Notre village est à 580 mètres d'altitude. Et comme nous sommes collés sur la frontière américaine, des fois on dit à la blague là, que nous avons les Américains à nos pieds. Il y a quelque chose de spécial ici à Saint-Malo, c'est que nous avons développé un fonds de conservation de manuscrits francophones. Ce sont des manuscrits qui sont refusés par les maisons d'édition. Crépin, Midel, Tessier, Brunet, Gontier, Lacroix, Lavoie. Donc nous faisons la reliure, le catalogage comme n'importe quel autre livre de bibliothèque et nous le conservons dans le fonds. Parallèlement à ça, nous préparons un catalogue d'auteurs que nous éditons avec l'Association des auteurs amateurs et que nous envoyons à tous les éditeurs. Sur la centaine de manuscrits que nous avons, il y a 3 manuscrits qui ont été publiés intégralement et 2 qui ont été publiés dans des revues littéraires que les éditeurs font à l'occasion. Ce qui fait 5%, je trouve que c'est une très bonne moyenne de manuscrits qui sont publiés. Bois joli, témoignage dû à la chance et la persévérance. Saint-Hilaire, les fils du grand esprit. Carbone. Le but ultime du fonds de conservation, c'est surtout pour moi, c'est d'avoir le plaisir d'avoir un manuscrit d'un auteur qui deviendra un jour célèbre. Et là, on pourra dire, nous avions ses écrits de jeunesse, par exemple. Ça serait quelque chose qui serait intéressant à dire plus tard. Anonyme, recueil de lettres pastorales de 1795. La prophétie du règne du Saint-Esprit. Macduff, censure. Saunière, balade au pays du chapeau. Welsh, de carrière en carrière. Des coteaux, sous une pluie d'étoiles. C'est gelé, tout est gelé, les potes sont gelées. Mon moteur marche-tu, oui? J'ai jamais vu des froids comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Tiens, les vidanges sont sorties. Moi, je me demande si... Bah, il n'y a rien là-dedans. Aujourd'hui, le monde jette des choses, puis je trouve ça ahurissant. Fait que moi, je les ramasse, puis je fais quelque chose avec. Comme ça, ça fait moins de choses au dépotoir. En faisant un vidange dans la région, ici, ça va vite. Ça dit que là, j'accumule beaucoup de matériaux, puis ça en prend beaucoup. J'ai été obligé d'acheter à la grange à côté, c'est pour mettre mes vidanges. C'est les objets qui me donnent. Ma première piste, là, c'est comme un flash. Tu vois, je vais arriver comme une fois, je me souviens, j'ai trouvé un hippopotame dans une ruelle à Montréal. C'est mon Dieu, un hippopotame à Montréal, mais tu sais, c'était tout simplement la base d'un, on appelle ça une pompe à cuisard. Puis vraiment, je l'ai vu tout de suite, un hippopotame, tu sais. Alors j'ai dit, j'amène ça chez nous, j'avais mes commissions, je ramasse la pompe, j'arrive ici. Là, je dis, wow, il manque juste une queue. Alors là, j'ai pris un ouvre-bouteille, qui est comme un tire-bouchon plutôt. Puis là, j'ai fait la queue, la sculpture était faite. Tous les jours, je suis dans l'atelier, puis c'est long parce qu'il faut que je fouille dans mes tiroirs, dans mes histoires. Puis là, après ça,
je manque de matériaux. Alors là, je vais démancher une télévision, une caisse enregistreuse, une chainsaw, puis là, ben, j'accumule mes choses, puis tranquillement, des fois, j'en fais 2, 3 en même temps. Qu'est-ce que tu fais normalement, là? Ah, là, je suis en train de faire une fusée. Tu vois, là, c'est un début, là, mais je vais essayer de me trouver des belles pattes ici avec une échelle pour monter à bord. Puis là, ici, je vais être obligé de couper ce petit morceau-là, solidifier ça. Et puis là, probablement que je peux y trouver des petites ailes, sinon, ici. Alors, je vais juste essayer de l'améliorer, là. J'avais déjà pensé à mettre un satellite ici. Ça serait comme une fusée qui va porter un satellite. Oui, j'aime beaucoup rire. Puis on dirait que, je sais pas, il y a certaines sculptures qui sont plus sérieuses que d'autres. Mais au fond, moi, je me prends pas vraiment au sérieux. Mais j'aime ça quand, après l'avoir fait, je pars à rire. Parce que je me souviens des premières... fait un bonhomme avec un nez, c'est une poire pour la sauce quand tu fais un rôti ou un poulet, tu sais. Ça fait un gros nez rouge avec une poêle à frire, un balai. Finalement, c'était tous des objets d'utilité dans la maison, dans la cuisine, tu sais. Mais là, je m'imaginais jamais qu'il finirait comme ça, tu sais. Là, j'étais tout seul dans mon atelier. Puis là, j'ai dit, je m'en en train de virer fou. Je riais comme un fou. Sur une centaine, j'en ai peut-être une vingtaine là, que j'adore, que je dis, mon Dieu, jamais je me séparerai de tout ça parce que, tu sais, ça a été trop une intuition, un flash, une créativité gratuite, comme l'oiseau rare qu'il y a là dans la fenêtre, là. Tu sais, celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est simple, mais en même temps, il va loin. Tu sais, c'est quand même assez dur de créer un oiseau avec... des vidanges ou, si tu veux, n'importe quel objet. Il faut que je parte des moyens du bord, si tu veux, comme on peut dire. Puis là, ben, je travaille avec ça. C'est pas évident. C'est pour ça que des fois, ça prend bien du temps. Mais là, tu sais, cet oiseau-là, quand je l'ai fini, là, je l'aimais. Tu sais, là, j'ai dit, jamais je vendrais ça. De toute façon, je vends rien, mais, tu sais, en plus, oh non, jamais, je pense que, même si j'y donne toute, m'a gardé celle-là. Mais il y a la petite auto aussi que j'aime beaucoup, l'auto du dimanche, là, faite avec la balayeuse. Ça, c'est une de mes préférées aussi. Mais là, je commence, je pense, ils vont tous finir par être mes préférés. J'ai pas ce sentiment d'être un artiste, tu sais, parce que ça, ce mot-là, ça veut dire... Aujourd'hui, là, on sait plus trop qu'est-ce que ça veut dire, mais enfin... Non, moi, je suis plus un bricoleur sérieux, je dirais, ou un créateur. J'aime ça, inventer des choses, et puis je fais ça pour mon plaisir, au fond. C'est sûr que quand même, là, je parcours la province, puis je vais dans des musées, des expositions, des maisons de la culture, mais ça... Le bonheur, c'est des instants, comme un peu comme quand s'accomplir dans la vie, mais pas à toutes les minutes, à tous les jours, mais réaliser quelque chose, que ce soit la moindre petite chose, c'est ça qui te rend heureux, tu sais, au lieu d'attendre, puis que les choses viennent, puis que c'est d'y aller, je pense, moi, puis sans trop penser, laisser plus l'intuition aller, que, tu sais, toute une vie basée sur un raisonnement ou une culture ou des valeurs d'autrui, puis tout ça. Je pense que c'est plus important de partir de soi-même par intuition, puis vivre la vie le plus passionnément possible, je pense, tu sais. Peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un en l'an 3000 que une personne ait fait des œuvres d'art avec des vidanges. Ben, je suis pas le seul, il y en a plein, là, mais enfin, si ça reste, tant mieux. Mais je pense jamais à ça. Moi, quand je vais être parti, puis ça va être mes enfants qui vont être poignés avec mes vidanges. Là, tu entends-tu bien du vent? Si tu le mets juste demain. Non, on va le passer comme ça, pour faire plus paresseux. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission Au coin du feu, après une semaine passée à l'extérieur par moins 40 degrés Celsius. Pas toujours à l'extérieur, Antoine. Pourquoi tu dis ça? Ben parce qu'on a filmé chez Normand Toupin.
qui d'ailleurs a construit sa propre maison. Daniel Roy aussi a construit la sienne. Jacques et Daniel à la rue Evergould, même chose. On a donc eu affaire à des gens qu'on pourrait qualifier de bâtisseurs. Une phrase marquante, c'est celle de Normand Toupin qui dit qu'il n'est pas un artiste, ou que les vrais artistes, c'est souvent ceux qui se prennent pas au sérieux. Quand j'ai demandé à Daniel Roy ce que c'est qu'un poète, il a terminé par un grand silence. Tout ça, c'est une belle leçon d'humilité. Ils bâtissent leur petit chef-d'œuvre sans faire d'éclat, dans leur coin. Mais il faut dire que leur coin est magnifique. On passe de surprise en surprise, de colline en vallon. Tu sais quoi, Bro-Bro? Quoi? L'hiver à moins 40. J'aime ça. Ben, moi aussi. À taxi pour l'Amérique. Si vous pensez vous rendre en Estrie, voici quelques suggestions. Vous avez un manuscrit non publié qui traîne dans votre tiroir? Si vous avez le goût de vous familiariser avec l'œuvre du poète Daniel Roy, un guide sur l'Estrie, pour en savoir plus sur le célèbre poète Robert Burns, attention, parque-toi là, stop. Salut! On quitte l'Estrie et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao! ça pour dire qu'aujourd'hui, on parle de poésie pour deux raisons. D'abord, c'est la journée mondiale de la poésie telle que décrétée par l'UNESCO, mais aussi on est en plein dans la quinzaine de la poésie. Donc, il y a plein d'activités dans les maisons de la culture. Ouvrez les journaux, les magazines, vous allez voir, il y a plein d'activités dans le cadre de la quinzaine de la poésie. Et pour parler un reportage sur Daniel Roy, qui est poète, Daniel Roy, en fait, c'est un gars. Et si vous habitez l'Estrie et que vous vous intéressez à la poésie, vous connaissez sûrement Daniel Roy parce que c'est le poète le plus connu de l'Estrie après Alfred Desrochers. Et il vient de publier son 15e recueil de poèmes. Je patine, j'entends plein de musique, plein de mots qui chantent, qui dansent. Puis les mots sont sur le bout de mes lames. Et puis quand je reviens chez moi, ben, je peux les remettre dans des cahiers. Pour terminer l'an 2000, la maison s'est enflammée. Puis elle a tout brûlé. Donc j'ai perdu 25 ans de mon travail d'écriture, tous mes livres, mes manuscrits, mes souvenirs. Et sur le coup, j'ai eu une période de... J'ai eu beaucoup de peine. C'est comme si je venais de perdre une partie de mon être. Puis je me dis, bien, tout ce qui reste, dans le fond, c'est atemporel. C'est en dehors du temps, le temps n'existe pas.
La poésie me permet de rencontrer les étudiants. ليل متأخر. متأخر ليل. Ça ressemble à moutarde, hein? متأخر. Je me sers un peu de ce que j'aime le plus, la littérature, les arts, les mots, mais en même temps, je vais transmettre des notions. Moi, mon intérêt, c'est d'entendre des mots que j'ai écrits qui peuvent se transformer dans d'autres sonorités. بهار بهار. آرزوی نمودم. Bahar, bahar, pour moi, c'est... Je savais pas que le printemps, c'était bahar, bahar. Ah, une autre fois. Oui, bahar, oui, c'est trop beau. Moi, ça me touche, en tout cas, de les entendre lire de la poésie ou lire leur propre poésie ou lire des grands auteurs de leur pays. Moi, ça me fascine de voir que partout, il y a des gens qui se posent des questions, les mêmes questions, mais on n'a pas toutes les mêmes réponses. La terre. Tu rêves, OK. C'est beau. Tu prends-tu aussi... On se sent des poètes. Ah oui, c'est beau. Ah oui, l'étudiante a dit « Hey, on est devenus des poètes. Nous sommes des poètes. » C'est un privilège, je trouve, de donner ça aux gens, de leur dire « Vous êtes des poètes. Vous avez la chance, l'unique. Vous êtes des poètes uniques. » C'est pas compliqué. C'est des noms en une, des sonorités de la musique des mots. C'est Wellington, Worthington, Portland, Dominion, Walton, London, Kingston, King, Queen. Yannick, un poète de Sherbrooke, publie un 17e recueil. On vous propose une rencontre avec Daniel Roy, un poète passionné. Yannick, il y a toutes sortes de métiers difficiles dans la vie. Un de ceux-là, c'est sûrement le métier de poète. Hein? Et il y a quand même des gens qui persévèrent. C'est le cas de Daniel Roy, un Estrillien. Homme d'une grande persévérance, Daniel Roy enseigne le français au Centre Saint-Michel, ici à Sherbrooke. Je vous le dis, s'il le pouvait, il vivrait de sa poésie. Malheureusement, c'est presque chose impossible ici au Québec. Malgré tout, il a créé sa propre maison d'édition. Il a publié 17 recueils en 30 ans. Il en a vendu environ 10 000, toujours en 30 ans. Pas facile pour toi, la vie KO. Pas facile pour moi de te dire je t'aime, droit dans les yeux. En poésie, je trouve qu'on va vraiment, on creuse beaucoup plus profondément. On va pas en surface et puis on raconte pas juste des histoires pour que le lecteur s'évade, qu'il pense à d'autres choses. Mais moi, quand j'écris, surtout dans Maudit poète, Maudit, c'est que je suis allé au bout de ma pudeur et puis j'ai laissé aller aussi mes impressions, mes émotions. Et c'est ça qui me faisait peur en même temps, d'être jugé, de dire « Ah, tiens, il est comme ci, comme ça ». Mais il fallait que j'aille au bout. Je me suis maudit moi-même parce que avant que les gens le disent, parce que je pense que c'est important d'avoir un peu d'humour par rapport au travail qu'on fait. Et puis aussi le lecteur, il va avoir peut-être moins peur d'ouvrir le livre parce que déjà il va rire au début, il va dire tiens, enfin quelqu'un qui se moque de lui-même. Colin s'ennuie de sa douce Élodie, moi de Natalia Guaira Guantanamera. C'est des courtes phrases. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je faisais des koans, je connais pas c'est quoi, là. Je connais Léonard Cohen, mais des koans, c'est des espèces de pensées zen. T'as une phrase, un mot, une ligne, et puis souvent les gens ils me disent, ça leur fait peur d'avoir juste une ligne, puis je trouve ça bien parce qu'il y a des enfants, il y a des commentaires de mes amis qui me disent que leur enfant, il ouvrait la page, il voyait une ligne, puis ils disaient, waouh! Et puis ça les fait réagir. Je trouve que c'est bon dans la poésie de faire réagir les gens, de les faire... de faire pas juste tout leur donner, hein, que les gens ils puissent travailler aussi un peu dans cette histoire-là. De mon village, des frères des écoles chrétiennes, Élie Pierre Gilles, Jean Civil, entre le noir et le blanc, une femme café décédée d'Haïti. Au Québec, c'est pas évident, on peut pas vivre de ce métier-là, on peut en mourir. Et c'est un peu pour ça que des fois je suis obligé d'aller ailleurs, aller en France, parce que ici le marché est tellement restreint, puis les consommateurs de poésie, il y en a pas beaucoup. Les gens ils te donnent des belles petites tapes dans le dos, tu manques de tomber à terre, ils te félicitent, mais sans plus, tu sais, ils t'achètent pas ton recueil. Donc c'est un métier qui est un petit peu ingrat, comme tous les métiers, comme la chanson, la peinture, tout ça, c'est que de ton vivant, t'arrives pas à vivre de ça. Quand on dit passionné, je pense que c'est véritablement le mot qu'il faut utiliser avec Daniel Roy. Il reçoit environ 2 000 $ par année pour ses poèmes. Merci beaucoup, Annick. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.
C'est un poète, et oui, il en existe encore. Daniel Roy, maudit poète maudit. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Steve. T'en es pas à ton premier recueil? Non, c'est le 17e. Ouais, assez incroyable. Les gens qui lisent la poésie te connaissent, je suis persuadé. On change beaucoup au niveau de la forme, on change beaucoup. Est-ce qu'il y a un thème que t'as préféré aborder dans ce livre? Dans ce livre-là, c'est dans le fond les thèmes un peu bêtes de la vie, là. La vie, l'amour, la mort, la solitude, la guerre, la violence, le monde, la paix, la peace and love, n'importe quoi. C'est toutes ça se promène comme la vie, dans le fond, on passe d'un état d'âme à une autre. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça va mal. Puis c'est ça, il y a toutes des émotions, des gens que j'ai rencontrés, des histoires d'amour, des histoires de guerre, des histoires de toutes sortes d'histoires. Ben oui, j'avais même croisé Élise Giguère. Ah, tu connais Élise? Oui, okay. Elle chronique ici également. Ah, puis oui? elle me disait que je pense qu'elle t'en a inspiré un. Puis oui, c'est vrai. C'est l'Est toujours, ouais. Oui. On peut reconnaître des gens de la région, on peut reconnaître des coins de la région. Est-ce que tu te limites à quelque chose quand tu écris? Non, moi j'ai pas de frontières. C'est que à un moment donné, j'ai dit c'est drôle, toi tu parles, à un moment donné, t'es en Polynésie, t'es à Istingus, à Cookshire, à Bury, à Sailleville, puis à un moment donné, t'es rendu à Paris, à Draguignan, tu te promènes à travers le monde, puis c'est ça, je fais des voyages, au lieu de faire des voyages astrales, ben là, je fais des voyages avec mes livres. L'audace. Lequel de ces poèmes-là, tu penses que t'as poussé le plus au niveau de l'audace de toi-même, tu dis? Dans ce livre-là? Ouais. C'est Matin pressé, je pense. Ouais. Matin pressé, c'est 2 oranges, un pamplemousse. Ouais, tu sais, c'est que ce poème-là, c'était, moi, je fais ça, dans mon frigidaire, j'ai des caisses d'oranges, des caisses de pamplemousse, puis c'est un fait vécu. Quand je suis pressé, ben là, je presse mes oranges, ça me relaxe, puis là, je vais m'asseoir dans le salon, puis je dis, maudit que c'est bon, un jus pressé, tu sais. Maudit poète maudit, pourquoi avoir choisi le titre? Parce que souvent les gens ils disent pourquoi t'écris de la poésie? Maudite poésie, c'est plate. Et puis moi j'étais un marginal, un peu comme Rimbaud, c'est un poète maudit. Lui il a arrêté d'écrire à 18 ans, il était écœuré de se faire écœurer par l'agente littéraire qui disait faut que t'écrives comme ça, faut t'écrire comme ça, faut t'écrire comme ci, comme ci, comme ça. Fait que lui il s'était écœuré, il est parti en Abyssinie, il a tout lâché. Donc moi j'étais encore là, je me dis moi je suis un poète maudit, mais j'étais un maudit poète qui continue sa maudite routine de poète. Pourquoi continuer, justement, si je te pose la question? Qu'est-ce qui te pousse moi, c'est parce que des fois, je disais à mes enfants, moi, j'étais un père sévère, tu sais, je persévère, puis j'étais un père sévère, et puis, là-dedans, j'ai fait des chroniques aussi, tu sais, je fais une chronique, je raconte des histoires, puis à un moment donné, je me dis comme un malade chronique, je suis chronique, j'étais indélébile, ça s'efface pas. C'est un poète, il est dans moi, il s'effacera jamais. Comme un marqueur indélébile, puis si t'enlèves le indé, ça fait débile. Fait que là, je vais garder indélébile, c'est mieux. Ça va être mieux pour moi. Pour l'amour des mots ou parce que le besoin d'expression? C'est, en même temps, l'amour des mots, les sons, puis en même temps toute l'émotion qu'on peut passer avec des mots, puis pour moi c'est une passion, je pourrais pas vivre sans mots là, tu sais, on dirait que ça tourne dans ma tête tout le temps, les mots sont là, puis en même temps on peut faire des fois on peut faire prendre des prises de conscience avec les gens vont lire puis on dit ah oui j'avais pas pensé à ça, tu sais, comme tu disais le Darfour pétroleux, ça va bien aimé ça. Oui. C'est quelque chose, je trouve, qui nous ramène ici. Je sais pas si je vous en lis un petit bout. Jamais plus jamais, j'oublie, j'ignore l'horreur encore. Sans arrêt, je suis perdu. Pétroleuse bijouterie. Sans arrêt, j'ai si peur de traverser au carrefour du Darfour. Les images, il y a une force. Oui, parce que moi, quand je traverse au carrefour, j'ai toujours peur de me faire tuer parce qu'on a 10 secondes pour traverser. Puis je me dis une chance que je prends en chaise roulante, ça me prendrait un moteur aérodynamique pour traverser sans se faire tuer. Puis je me dis Carrefour, Darfour, le Darfour, ça va mal au Darfour. Et puis c'est pour ça que je voulais faire des liens, tu sais, avec le Carrefour et le Darfour. C'est 2 places dangereuses. Parce que tu parlais de Rimbaud tantôt. Ouais. Tu sais, quand on regarde l'histoire de la poésie, il y a des poètes qui étaient, tu sais, torturés là. Ouais. Mais on dirait pas du tout que c'est ton cas. Quand on le lit, on le sent pas en tout cas. Ben je dois être torturé dans ma tête, mais j'essaie de me détorturer moi-même, puis ça fait moins mal. Et puis c'est vrai que souvent on dit que la poésie c'est sombre, c'est noir, c'est triste, c'est ennuyant avec les gens. Disent, oh non, pas encore un mot. J'ai pas vu que ça moi là-dedans. J'ai pas lu vraiment le. Ben c'est ça. Moi je trouve que moi je trouve que c'est ma thérapie, tu sais, je me dis je me thérapie moi-même là, puis l'écriture c'est ça que ça me fait, puis à un moment donné je me dis ma belle psy cause tu m'intéresses, tu sais, puis je suis toujours prêt à m'étendre sur le sujet pour raconter mes histoires de vie, mes histoires parce que dans le fond il y a plein d'histoires là-dedans, puis ce qui est le fun aussi, les gens ils me disent maintenant on l'a lu, on n'a rien compris. Après ça, ils le reprennent, ils ont compris de quoi. Fait que c'est pour ça qu'il faut le prendre, faut le laisser, faut le remettre, faut toujours jouer avec ça, tu sais. J'invite les gens à passer. Il y a un lancement officiel au Loup-Bar. Oui, le mercredi 10 octobre, un 5 à 7 au Loup-Bar sur la rue Frontenac à Sherbrooke. Ça va être un bel événement. Il va y avoir plein de beau monde. Et puis,
Vous allez pouvoir m'entendre lire et pouvoir me voir aussi. J'espère que je vais être là. Et je voulais aussi mentionner ton passage du côté de la France. Oui. Ça, dans les dernières semaines, t'es allé faire un petit coucou à nos cousins. Ça s'est bien déroulé? Oui, je suis allé voir les maudits français. Puis pour ça, ben oui. Puis non, c'est adorable, c'est beau l'Europe. Il y avait un congrès international, premier festival international de la poésie à Paris pour la paix dans le monde. On était 150 poètes de tous les coins de la planète. Donc j'ai fait plein de rencontres et puis je me dis c'est le fun, ma poésie elle reste pas juste à Sherbrooke, elle se promène, elle voyage, elle déménage, elle va voir ailleurs, puis je me dis ben on est tous les êtres humains, on est tous pareils, puis on a un peu les mêmes histoires. Donc j'ai bien aimé ça, aller faire mon lancement à Paris, puis après ça je vais venir le faire à Sherbrooke pour faire changement. Puis j'ai bien hâte à mercredi prochain. Et la réception des Français, parce que je sais qu'on nous critique toujours surtout, particulièrement quand on écrit, il y a comme une tradition littéraire immense en France. Oui, ben moi ils trouvent ça drôle parce que tu sais ils prononcent les mots pointus là, puis ils disent ah maudit poète maudit, ah c'est joli ton titre d'histoire, oh là, j'ai dit oui c'est bien, puis non ils rigolent beaucoup, puis aussi j'ai un site internet s'il y a des gens qui veulent aller voir, c'est roidaniel.com, mais puis ce .com là, ben c'est que là je suis rendu à 25 000 visiteurs, puis c'est un de mes étudiants, Ghislain Blais, qui a fait mon site internet. Et puis je suis très fier de lui, puis c'est un beau site, il y a plein d'informations, des albums photos quand j'étais bébé, j'avais 2 ans là, puis c'est ça, il y a plein d'informations, puis je mets le lien sur notre page internet également, www.grock.fm. C'est pas eu la chance de prendre, mais c'est très simple, là, c'est roidaniel.com, on peut pas se mêler. Oui, c'est ça. Et peut-être ma dernière question, est-ce qu'on peut finir par faire le tour du sujet de la femme? Je pense que non, parce qu'il y a un texte que j'ai écrit, c'est mon modèle. Là, mon modèle, j'ai essayé de faire mon modèle. Après ça, j'ai fait tes yeux vers les miens. J'ai fait mon rêve en Grèce. Et puis là, j'ai fait le tour de toutes les femmes que j'ai vues depuis 6 ans dans ce livre-là. Puis à un moment donné, je me disais, des femmes, c'est des monastères, des temples sacrés, des églises, des mosquées, des chapelles ardentes, Sixtine, amenez-en. Là, puis je trouvais que ce livre-là, c'est un hommage en tout cas les liens entre les hommes et les femmes, que c'est pas évident. J'ai essayé de décrire des histoires là-dedans un peu abracadabrantes sur la vie. Merci beaucoup Daniel et bonne chance avec ce 17e déjà recueil. Merci beaucoup, puis j'espère qu'il va y avoir du monde qui va venir au lancement. Oui, c'est sûr, merci. Merci, salut. Bye. En 30 ans, il a écrit 17 recueils de poèmes. Je le reçois cet après-midi. Daniel Roy, bonjour. Bonjour. Donc, dites-moi, votre 17e recueil s'intitule « Maudit poète maudit ». Est-ce que c'est difficile d'être poète dans la vie? Oui, tous les gens disent que c'est difficile en maudit. Donc, moi, je me suis dit, je vais rendre hommage aux poètes maudits, dont Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, que toute leur vie, ils ont une vie un peu de misère. Ils ont passé pour fous, des illuminés. Ils n'étaient pas dans le bon siècle, finalement. Je trouvais que c'était des voyants qui voyaient plus loin que le moment présent. Et moi, après tant de temps, je me disais, c'est difficile d'écrire, c'est un métier qui est pas facile. Puis en même temps, j'avais le goût d'écrire encore. Donc j'ai dit, je vais écrire ça, maudit poète, maudit, pour que les gens voient comment est-ce que... ils nous disent souvent les maudits poètes. Pas encore un maudit poète, là. Ou ils trouvent ça drôle. Tiens, le poète est dans la lune aujourd'hui, il est pas là. Donc, c'est comment être un poète au Québec en 2007? Est-ce que c'est plus facile qu'il y a 30 ans, par exemple? Oui, parce que je pense que... Sinon, je pense que c'est un peu comme Émile Nelligan. Il a passé sa vie à l'asile, tu sais. Parce que les gens, ils le trouvaient un peu fou de parler des fleurs, des plantes, aux statues. Ils trouvaient que la vie était belle, mais il a passé sa vie interné. Donc, aujourd'hui, maintenant, je trouve ça le fun. Ils sortent les gens des asiles, donc on peut vivre en société comme tout le monde. Mm-hmm. Mais pour vous, au quotidien, donc, est-ce que c'est plus facile qu'il y a 30 ans, la vente des recueils? Non, je dirais que c'est plus difficile. C'est que les gens, ils t'encouragent, mais ils n'achètent pas ton recueil. Donc, c'est un peu triste parce que si tu veux arriver à vivre de ton métier, faut que les gens y achètent ton produit. Faut pas juste qu'ils disent que c'est beau, on aime ça, mais ils te félicitent, mais en même temps, on a besoin aussi que les gens, un peu comme dans tous les métiers, là, qu'on achète le produit de l'artiste pour qu'il puisse en vivre puis en faire d'autres aussi. Mm-hmm. Et puis, vous allez aussi en France depuis 93, vous vous promenez avec vos recueils là-bas. Ouais. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que l'accueil est meilleur en France? C'est-à-dire qu'en France, ils ont une longue tradition culturelle, ils ont beaucoup d'histoires plus que nous. Donc, quand tu arrives comme poète, les gens, il y a une certaine fierté. Les gens sont contents, puis en même temps, ils sont très accueillants parce qu'on vient du Québec, parce qu'on a un peu on parle la même langue, on a un peu un accent, puis là, ils se moquent un peu de mon accent, donc on s'amuse là-dedans. Moi, je leur dis, j'ai l'accent gauche, l'accent grave, l'accent aigu, l'accent circonflexe, puis j'ai l'accent québécois.
Parce que finalement, des accents, il y en a. Tout le monde a un accent, tout le monde a son accent. Et puis dans votre recueil, et justement, qu'est-ce qui frappe, c'est que, bon, vous avez mis certaines pages qui sont presque complètement blanches avec seulement quelques mots. Justement, ça c'est un de vos poèmes préférés, Matin pressé. C'est que des fois, quand je suis oppressé, je suis stressé, le matin... je prends 2 oranges, un pamplemousse, et puis je les presse comme il faut, puis je vais m'asseoir devant la lumière du jour, et puis je décompresse. Donc, je me dis, quand on est pressé le matin, juste à lire ce poème-là, Matin pressé, 2 oranges, un pamplemousse. Et puis bon, et justement, d'imprimer un livre comme ça, une page blanche avec quelques mots, est-ce que c'est un peu être rebelle? Est-ce que vous vous sentiez rebelle de faire ça? Oui, parce que ça m'a pris 30 ans justement pour écrire dans une phrase. À un moment donné, j'ai mis seulement une phrase, mais une phrase qui est lourde de sens. C'est « La vie est sous courte pointe ». Donc, je me dis, pourquoi rajouter des mots? Et ça demande beaucoup de courage et d'audace de mettre seulement une phrase. Puis les gens, quand ils voient une phrase, c'est comme s'ils sont pas habitués. Puis là, ils ont peur. Et puis en même temps, ça les provoque, ça les dérange. Puis je me dis, le rôle du poète aussi, c'est que les gens ils voient des choses qu'ils sont pas habitués de voir. Oui, donc la mise en page est très originale dans votre recueil, justement. Et puis j'aimerais qu'on parle de tout ce processus. Donc ça vous a pris combien de temps écrire ce recueil-là, par exemple? Ce recueil-là, ça m'a pris 6 ans, depuis 2001 que je le travaillais. Et il y a beaucoup de souffrance, de tristesse, de mélancolie, de joie, d'amour, d'absurde, de sensualité. C'est un peu tous les états d'âme par lesquels l'être humain peut passer. Puis parlant d'état d'âme, là, vous avez, pendant l'écriture d'un recueil comme ça, vous avez votre manuscrit que vous traînez avec vous. Là, et puis ça, c'est tout un travail et un retravail. Vous retravaillez les textes. C'est qu'en 2004, ici, j'avais un cahier, j'avais des pages blanches. Je m'étais fabriqué mon propre cahier. Puis ici, il y avait au début, je voulais appeler mon livre Hôtel Mimosa, je voulais l'appeler Rebelle de rien, Les mots en l'air. Et puis il y a un texte ici qui est dans le livre, c'est Laisse-moi, laisse-moi, laisse-toi, laisse-moi, laisse-toi, laisse-moi aller, 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 laisse-moi, laisse-toi, laisse-moi, aller, 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 laisse-moi, laisse-toi. Donc là, c'est des phrases que vous lancez, puis à un moment donné, ça s'intègre dans un poème? Oui, puis à un moment donné, ces mots-là, tu peux les étirer à l'infini. Laisse-moi, la personne peut te répondre, laisse-toi, laisse-moi. Laisse-toi aller, 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 aller. Et puis, c'est ça, il y a plein de retravail. C'est un travail de vraiment, je trouve, je vais souligner, je vais faire des ratures, je vais recommencer, parce que le produit fini, ça a l'air beau, là, tu vois un mot, tu comprends tout, mais c'est pas facile. Et puis justement, vous êtes professeur de français au quotidien, vous vivez pas de ça, justement, les poèmes, et vous montrez ça à vos étudiants, donc ils trouvent ça intéressant, oui, j'imagine, parce que souvent, quand j'étais en processus de création, souvent mes étudiants, je leur demande de retravailler leurs textes, de corriger leurs fautes, de recommencer, puis là, ils disent « Ah, c'est chiant, faut toujours recommencer. » Ben, j'ai dit « Moi, je fais la même chose, puis je vais vous le prouver. » Donc, j'apporte mes manuscrits, mes brouillons. Et puis là, il y a un étudiant qui me dit, Pietro, il dit, maintenant, quand je vais me plaindre que c'est dur le français, je vais penser à toi parce que tu es un modèle de persévérance. Tu recommences, tu retravailles, tu te décourages pas. Puis à un moment donné, tu arrives avec ton produit fini. Puis là, quand je leur montre le produit fini avec le brouillon, ils me disent, bravo. Ça a donné quelque chose. Il y a du concret, finalement. Ben, c'est le fun d'avoir un professeur comme ça, qui nous montre son travail au quotidien. Ben, merci beaucoup, Daniel Roy. Donc, ce recueil-là, il est en vente, oui, dans toutes les librairies de Sherbrooke, à la librairie GGC. Cette fin de semaine, je vais être une séance de signature à Magog, samedi le 8 et les 2 samedis suivants à Sherbrooke. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à la maison. On se retrouve demain. Au revoir. C'est avec grand plaisir ce matin qu'on reçoit en studio Daniel Roy, qui est prof à l'École Saint-Michel, auteur. Écoutez, je pense que ça fait 17 livres qu'il publie, qu'il nous offre, et il est ici en studio. Bonjour, Daniel Roy. Bonjour. 17? Oui, le 17e livre, ça fait beaucoup de livres, ça. C'est incroyable, hein? Ah oui, puis le temps passe vite, puis je me dis, je suis encore là. Les gens disent, bon, il y a une carrière inlassable, puis c'est vrai, dans le fond, je me tanne pas, je continue, je persévère, des fois j'aurais le goût d'abandonner. Ah oui, hein? Est-ce qu'il y a des petites périodes d'abandon? Tu sais, un abandon qui dure seulement qu'un an ou quelques mois ou... Des fois, je me dis, j'aimerais ça arrêter d'écrire, mais finalement, c'est plus fort que moi. Puis je me dis, c'est indélébile, tu sais, ça s'efface pas, ça peut pas s'effacer de moi. Puis je me dis, t'enlèves le indé, puis ça fait débile. Il y a des périodes, j'imagine, où tout ça ne devient qu'un. C'est que des fois, parce que c'est un métier qui est très solitaire, tu travailles beaucoup dans la solitude. Et puis, à un moment donné, tu dis, pour qui je travaille? Donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce métier-là?
Mais c'est pour ça que ça m'a pris 6 ans de faire ce livre-là. Ouais. Est-ce que c'est là l'importance d'être auprès des décrocheurs, d'aller faire un travail qui doit être très valorisant à Saint-Michel, d'aller, comme vous l'avez fait récemment, aller faire un tour en Europe, en France, rencontrer d'autres auteurs? Est-ce que c'est important, ça, d'avoir des bulles comme ça, justement pour pas être toujours tout seul dans votre espace? Oui, moi, je trouve ça très important de rencontrer des gens, de partager des émotions, des mots, puis même avec mes étudiants au Centre Saint-Michel, je me dis, ces gens-là, ils ont, pour une fois qu'ils ont accès à la culture, à l'art, et puis sont tous contents, sont fiers. Hey, mon prof, c'est un poète, puis là, je leur parle de ma création. Puis je trouve que mes meilleurs lecteurs, mes meilleurs critiques, c'est ces gens-là parce qu'ils parlent avec leur cœur, avec leur âme. Quand ils aiment quelque chose, ils l'aiment. Il n'y a pas de censure. Ils font pas semblant, c'est ça, il n'y a pas de censure. Puis ils t'aiment ou ils t'aiment pas. Puis ça, je trouve que c'est un beau cadeau. Ça fait longtemps que vous avez ce contact-là, je dirais, privilégié avec certains décrocheurs, des gens qui veulent retourner sur les bancs d'école? Ça fait 8 ans environ que je suis là. Puis je trouve que c'est vraiment, ça me ressemble parce que moi aussi, je suis un marginal dans la poésie. Je suis un maudit poète, maudit, comme mon titre comme le le dit. titre du livre, oui. Puis je me dis, pour travailler dans ce milieu-là, il faut être un peu marginal aussi. Ouais. Donc, vous vous retrouvez, ils se retrouvent, puis ça fait un beau cheminement tout au long de l'année. C'est ça. C'est que... Puis ces gens-là, quand je vois qu'ils partent de rien, ils savent à peine lire et écrire, puis à un moment donné, tu les revois. « Hey, Daniel, je suis rendu à l'université, c'est un peu grâce à toi. » Je trouve que c'est ma plus belle récompense. Incroyable, hein? Ouais. C'est beau, hein? C'est valorisant, ça. C'est des gens qui travaillent fort, qui veulent s'en sortir. Ouais. Puis, je trouve que quand ils travaillent bien, on travaille main dans la main, puis c'est le fun de travailler comme ça. 6 ans pour Maudit Poète Maudit. Oui. 8 ans que vous êtes à l'École Saint-Michel. Est-ce que l'auteur en vous a changé avec ces rencontres-là, avec ce nouveau travail-là? Oui, parce que quand j'ai fait ce livre-là, j'étais gêné. C'est parce que quand on écrit, on se fait toujours un peu juger, on se met à nu, on met son cœur, son âme à nu. Puis moi, dans ce livre-là, je disais, j'ai mis ma carte d'hôtel pour ouvrir la porte de mon cœur. J'ai ouvert mon cœur à tout le monde. Puis je me disais, hey, je vais être gêné, moi, dans ma classe, que les étudiants, ils vont lire, ils vont dire, puis finalement, ils disaient, non, fallait, c'est bon. Puis mes critiques, ça a été mes étudiants. Mes étudiants qui ont lu mon manuscrit, qui m'ont corrigé. Puis je trouvais ça important. Je me disais, si ces gens-là, ils accrochent, je leur demandais, lisez-le sans préjugés, sans rien. Lisez-le, soulignez les choses que vous aimez. Puis moi, je me disais, s'ils aiment ça veut dire que ça va les toucher, ça va toucher plusieurs personnes. J'ai pas fait le tour de votre œuvre, mais je me promets de le faire. Ouais. Mais avec cette présentation, ce recueil-là, il y a quelque chose, oui, c'est vrai, qu'on sent de très personnel et qui vient de vous. On le sent tout de suite dès les premières lectures. Ouais. Mais ça doit être, est-ce que c'est encore plus dur de le donner au public puis de dire, OK, maintenant, c'est à moi, mais ça va être vos histoires à vous que vous allez retrouver dans ces propos-là, parce que c'est le propre de la poésie aussi. Oui, c'est que j'ai eu de la difficulté à laisser aller ce livre-là cet été. À un moment donné, je voulais le jeter à la poubelle. Je me disais, je vais l'acheter. J'étais plus capable, je veux plus le voir, parce que dans le fond, j'avais peur de le laisser aller. Puis maintenant, je me dis, il m'appartient plus. Il appartient aux lecteurs, et les lecteurs, ils vont aller chercher un peu une partie d'eux autres mêmes dans différents textes, dans différentes phases où ils sont rendus. Puis je me dis, là, ce côté-là, ça m'appartient plus, en tout cas. Puis il y a des gens qui voient plein d'affaires que moi, j'avais pas vues. Je trouve ça le fun, je trouve ça beau. Ça. Je dis, hey, ça veut dire que une personne me dit, j'ai vu telle affaire. Ah oui. Puis moi, j'avais pas vu ça. Puis après, je le relis, je dis, ça a bien de l'allure. Ça a du bon sens. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent puis qui n'ont pas osé encore la lecture de la poésie, parce que des fois, on en voit passer comme ça, mais de prendre du temps pour un recueil complet, il y en a peut-être qui n'ont pas fait cette lecture-là. Qu'est-ce que tu dis, Daniel, à des gens qui ne sont pas encore trop chauds à cette idée-là? Moi, je trouve ça drôle parce que les gens me disent, la poésie, c'est plate. Maudite poésie, maudit poète. Fait que là, à un moment donné, il y a un prof à l'école, un prof de mathématiques, il dit, Daniel, tu as eu une maudite bonne idée d'appeler ton titre comme ça. Parce que dans le fond, il dit, souvent, on n'aime pas la poésie, mais toi, tu le dis toi-même, maudite poésie, maudit poète, maudit. Puis, comme ma mère a dit, ma mère, c'est une grande lectrice, elle a 82 ans, puis elle a dit aux gens, tu lis pas de la poésie comme tu lis un roman elle dit, tu prends le temps de le lire une phrase à la fois, tu reposes le livre, tu le remets. Puis à un moment donné, il y a une dame aussi à la campagne qui m'avait dit, elle dit, moi, j'ai jamais le temps de lire, je travaille sur la ferme, mais elle dit, quand je veux relaxer, elle dit, je prends ton livre, je l'ouvre au hasard, je relaxe et je suis heureuse. Parce qu'elle a pris le temps de lire juste un texte. Elle n'avait pas besoin de tout lire. Non. Puis, on y va à notre propre rythme, dans le fond. C'est beau, ça, hein? Je suis heureuse quand je prends le temps de m'y arrêter. Ça me fait du bien. Parce que souvent, les gens, ils ont peur de lire parce que
des fois, c'est leur propre miroir qu'ils voient aussi. Ou il faut qu'ils fassent un effort. Puis ça, c'est pas facile. Ils voudraient tout avoir puis rien faire. Comme la vie en ce moment, là, qui va vite et qu'il faut que ce soit tout de suite l'instantané. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un poème qui s'appelle « Matin pressé ». Oui. C'est Matin pressé, c'est 2 oranges, un pamplemousse. Oui. Ça, je trouvais ça beau parce qu'on est tous pressés, on court tout le temps. Puis moi, chez nous, j'ai des caisses d'oranges, des caisses de pamplemousse. Puis l'hiver, ben, c'est ça que je fais. Je suis pressé, je presse mes oranges. Après ça, je relaxe dans ma chaise, je regarde dehors, puis je me dis « Oups, j'ai pris le temps de m'asseoir. Oui. » Même j'ai pris le temps d'arrêter le temps. Et ça devient précieux quand on est capable de souligner ces moments-là. Hein? Ah oui, puis moi, je le savoure, mon jus. Il est tout plein de pulpe. C'est bon, là. Puis je me dis, tiens, je vais l'écrire. C'est un petit bonheur de la vie, ça. Oui, moi, dans le fond, ce que j'écris, c'est toutes des choses qui sont arrivées autour de moi, que j'observe. Puis à un moment donné, je fais des textes avec ça. Puis je me dis, c'est le fun, j'ai réussi à faire de quoi avec une banalité. Oui. Il y a lancement au Loubert mercredi 10 octobre. Oui. Il y a le site internet roidaniel.com. Et là, sur le site, les gens peuvent avoir le lien pour acheter le maudit poète maudit. Oui. Aussi les autres œuvres, une partie des œuvres que vous avez faites. Oui. Il y a biographie, plein de trucs intéressants aussi. C'est un beau site internet. Oui, vraiment. Puis c'est un de mes étudiants à l'École Saint-Michel qui a fait ça, c'est Ghislain Blais. Puis c'est drôle parce que moi, j'étais son professeur, mais lui, il était mon professeur sur mon site web. C'était moi, je l'appelais mon maître, mon webmestre. Puis là, moi, je lui donnais des cours de français, puis lui, il me donnait des cours d'Internet. Puis c'est lui qui m'a convaincu de faire un site. Puis dans une année, on est rendu à 25 000 visiteurs. Wow! C'est bon, hein? C'est pas mal, ça? Puis c'est vraiment un site, il est vivant, il est animé, il change tout le temps, il bouge. Oui, il est super, oui, vraiment. Puis les gens peuvent apprendre à me connaître là-dessus. Puis aussi, c'est ça, le 10 octobre, mercredi prochain, 5 à 7 au Loubert. Puis le 15 octobre, lundi après-midi, je vais être au Collège de Sherbrooke, à la bibliothérie GGC, pour une séance de signature, ceux qui veulent me voir en direct. Le 15? Le 15, lundi après-midi, de 13h à 16h. C'est super. Ouais. Ça a bien été à Paris, en France? Est-ce que c'est à Paris? C'est à Paris, oui. Il y avait un congrès international. C'est le premier festival international de la poésie pour la paix dans le monde. Donc, on s'est ramassé 150 poètes de la planète à discuter de la paix. Puis on disait, est-ce que la poésie peut faire quelque chose dans la vie pour amener la paix? On ne sait pas, on ne saura jamais. Et puis non, c'était des belles rencontres. Et aussi, je suis allé dans le sud, à Draguignan. J'ai fait mon lancement de livre là-bas aussi. Je l'ai fait en France avant de le faire au Québec. Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça le fun de... Je me disais, hey, c'est drôle, les Français vont l'avoir avant les Québécois. Puis je me disais, ça fait comme 2 univers. Puis d'aller me ressourcer aussi en Europe, ça fait du bien de voir que cette poésie-là, elle voyage. Elle n'est pas juste locale, c'est pas juste régional. Là. Elle est exportable, elle se promène dans le monde. Puis ça me fascine. Oui, là-bas, il y a eu une anthologie pour la paix aussi qui a été faite, un éditeur du Cameroun. Okay. Et puis j'ai un de mes textes qui se retrouve là-dedans. J'étais content de voir que ma poésie, elle reste pas juste ici, là, elle se promène partout. Après la triste histoire du brasier, si les gens veulent en savoir plus, ils iront sur Internet parce que vous avez vécu tout un drame dans votre vie d'homme et d'auteur aussi. Finalement, la vie est bonne avec vous maintenant. Oui, je trouve que quand j'ai passé au feu, je me suis dit, c'est dur, c'est triste de perdre ses souvenirs, ses photos, tous mes manuscrits, mes livres, tout a brûlé, tout est enfumé. Après, je me suis dit, OK, je me suis révolté, j'ai dit non, j'accepte pas. Puis à un moment donné, je me dis, bon, ben la vie continue, il faut pas regarder en arrière, il faut toujours aller vers l'avant. Puis j'ai un ami aussi, chanteur, Zachary Richard, qui est vraiment gentil. Et lui aussi, il avait failli passer au feu, puis ça l'a vraiment impressionné. Lui aussi, il dit, j'avais perdu toutes mes guitares, mes objets. Et puis je trouve ça le fun aussi que dans le milieu artistique comme ça, des gens comme lui, je sais pas, on se ressemble beaucoup. Il y a des liens comme ça. Il y a Vigneault aussi qui a dit quelque chose de bien beau à votre sujet. Oui, Richard Séguin qui est dans le coin, que vous côtoyez un peu. Alors, il y a vraiment un beau, de belles relations qui sont bâties autour. Oui, puis même à chaque année, il m'arrive des surprises. Puis je me dis, comment ça se fait que ça m'arrive? L'année passée, j'ai reçu un courriel de Paris, une dame qui faisait une anthologie de la poésie, ça c'est pour l'année de la francophonie. C'était Le français est un poème qui voyage. Ils ont sélectionné 50 poètes à travers la francophonie, à travers le monde, dont Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Michel Garneau et moi du Québec. Zachary Richard est là-dedans, la Louisiane. Puis je me disais, c'est-tu drôle, je me retrouve là-dedans, moi, entre Gilles Vigneault et entre Félix Leclerc. Ils ont dit, j'ai une belle place. Puis le préfacier, c'est Alain Ré, celui qui fait les dictionnaires Robert. Puis je me disais, c'est drôle que je sois là-dedans. Puis il avait Aimé Césaire aussi, un poète de 93 ans que j'ai rencontré à Fort-de-France
France l'année dernière. Je suis allé à la Martinique. Oh. Puis j'ai dit, j'aimerais ça rencontrer Aimé Césaire par hasard. Puis ma fille, elle regarde moi, papa, il rêve en couleur, il va voir Aimé Césaire. Puis oui, il m'a accordé une entrevue d'1 heure à peu près. J'étais tellement ému de rencontrer ce monsieur-là. Moi, je l'appelais Monsieur le grand poète. C'est le père de la négritude. 93 ans, il est toujours vivant. Puis je me disais, c'est beau de rencontrer d'autres poètes qui, lui, s'est battu pour la négritude, pour les Noirs. Puis je me disais, c'est important, dans le fond, de continuer à faire ma route là, dans ce métier-là, qui n'est pas facile, on ne peut pas en vivre. Là. Ouais. Mais je pense que c'est une passion qui... C'est chronique. Comme je dis, mon livre, il est chronique, il y a des malades chroniques. Ben moi, je suis chronique, je fais des chroniques, puis je suis rendu un poète maudit, comme tous les poètes maudits qui... Je passe dans le fond, puis moi, j'ai le goût que ma poésie à voyage aussi, qu'elle soit, que je me dis, le plus beau cadeau, c'est que les gens, ils la lisent puis qu'ils ressentent quelque chose. Aux éditions Sion, Maudit poète maudit, roidaniel.com pour le site Internet. J'espère qu'il y aura encore plus de visites sur ce site après la chronique. Et j'espère qu'il y a bien des gens qui auront la curiosité d'aller mettre la main sur ce livre qui est, disons-le, magnifique. J'ai passé vraiment de très beaux moments. Puis c'est pas terminé parce que c'est la beauté de la poésie, c'est qu'on peut y retourner quand on veut. Et dépendamment de comment on se sent, ça peut changer aussi la lecture qu'on va en faire. Hein? Oui, c'est assez fort. Daniel Roy, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Suzanne. C'est très agréable. J'ai bien aimé ton entrevue. Salut. Bye-bye. C'est de la mettre à l'endroit. Y a-t-il un sens quand on écrit? Est-ce qu'il y a un sens? De droite à gauche. De droite à gauche. Il y en a qui écrivent de gauche à droite. Alors là, il est du bon sens, là? Ouais. Normalement, vous devriez tous comprendre si je l'ai dans le bon sens. OK? Qu'est-ce qui est écrit? Carlos Fuentes. Y a-tu d'autres choses? Oh! Hey, j'ai entendu quoi de bon? C'est quoi t'as dit? Jujube. Juste avant, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dit quelque chose. Silence avant les mots. Silence avant les mots. Il y a les Roxane. Oh, ça c'est bon. Okay. C'est marqué Yougoslavie. Parce que moi j'ai déjà rencontré un Yougoslave et puis sa mère trouvait qu'il n'était pas propre, fait qu'elle disait c'est un Goslave. C'est un Goslave. Puis il disait ils ont bien de la misère en Yougoslavie, ça fait que les autres c'est la Goslavie. Donc Yougoslavie, il a des publicités. C'est ça le petit point. Puis comment vous l'avez trouvé ma couverture? Elle est remplie de mots, hein? Parce que les mots c'est très important. Et aussi, j'ai apporté mon négatif parce que souvent dans la vie, on dit que les poètes, c'est des gens négatifs. Des gens noirs, des gens sombres, des gens tristes, malheureux. Donc, j'ai dit, moi, je vais garder le positif pour moi, puis je vais vous laisser le négatif. Il y a un grand écrivain qui s'appelle Kafka. Y en a-tu qui connaissent Kafka? Non. C'est un Kafkaïen. Un Kafkaïen, c'est pas un Inca, c'est un Kafka. Et puis lui, il a écrit un livre qui s'appelle Le Procès. Et puis au début, il a dit, dans la vie, on est avec le positif, il ne reste que le négatif à faire. Ça, c'est l'être humain qui fait ça. Alors, connaissez-vous des êtres humains, vous autres? Je connais George Bush. Après ça, qui regarde de ça? Y en a-tu d'autres êtres humains à part George Bush? Et tout le monde. OK, c'est beau, il y a des êtres humains. Moi, je suis un être aussi, je suis un poète. Et puis, il y a un grand écrivain anglais, Shakespeare, qui a dit « To be or not to be ». N'as-tu déjà entendu ça? Ouais. Et puis, en France, eux autres, ils vont chez le to-bib, chez le docteur. Donc, moi, j'ai dit « To be or not to be ».